Vendre ou acheter Microsoft, c'est la question qui a fait débat chez deux des meilleurs gérants au monde au Q1 2026. D'un côté, vous avez Chris Hohn qui est peut-être le meilleur investisseur en activité et qui a décidé de vendre plus de 80% de sa position Microsoft. Et de l'autre, vous avez Bill Ackman qui est un habitué des paris concentrés, qui a fait l'acquisition de 2 milliards de dollars d'actions Microsoft, voyant ça comme une vraie opportunité en ce début 2026. Aujourd'hui, c'est la vidéo trimestrielle où on passe en revue les mouvements les plus intéressants des meilleurs gérants de la planète, et sans surprise, on a eu pas mal de choses à se mettre sous la dent au Q1. Allez, on perd pas de temps, on rentre direct dans le cœur du sujet, et donc on commence avec celui qui manage un des fonds les plus importants en termes de taille, et qui est peut-être, comme je disais, le meilleur investisseur en activité, c'est le Britannique Chris Hohn. Au Q1, il a fait un move donc qui a fait beaucoup parler, il a décidé de vendre Microsoft. Alors, il n'a pas liquidé complètement, mais il a réduit de plus de 80% quand même, sachant que c'était encore sa troisième plus grosse position au 31/12 dernier. Ça représentait environ 15% de son portefeuille à ce moment-là, et que c'était une position qu'il avait depuis 2017. Ce choix de vendre Microsoft, on l'a appris en amont du filing des 13F, puisque le Financial Times avait publié un article début mai en disant qu'ils avaient eu accès à une lettre que Chris Hohn avait adressée aux investisseurs de TCI suite à ce move notamment, et dans laquelle donc il expliquait notamment ce choix de vendre une grande partie de ses actions Microsoft. Et donc parmi les raisons avancées, il y a notamment le fait qu'il pense que la vitesse de progression de l'IA apporte de l'incertitude concernant la capacité de Microsoft à défendre sa position dominante dans le futur, principalement donc sur leur cœur de métier historique, les logiciels de productivité, où l'IA pourrait, je cite, venir déstabiliser les workflows existants et entraîner l'émergence de nouvelles plateformes de productivité. Et c'est pas tout, puisqu'il dit également qu'il voit des risques sur Azure, donc le business de cloud de Microsoft, et ça c'est légèrement plus surprenant. Alors le fait que Chris Hohn dise ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il pense que Microsoft est un mauvais investissement au prix actuel, mais simplement que pour lui, le couple risque-rendement s'est détérioré ces derniers mois et qu'il voit mieux en ce moment. Ça reste bien entendu une opinion, il peut évidemment se tromper, mais j'avoue que quand le meilleur investisseur en activité fait comprendre qu'il n'est plus si convaincu que ça par une entreprise qu'il connaît parfaitement bien et qui a été une de ses principales positions pendant près de 10 ans, eh bien c'est quand même pas anodin et c'est à considérer de manière sérieuse, je pense, d'autant plus quand on connaît son exigence sur la solidité de l'avantage compétitif des sociétés dans lesquelles il investit. Et donc, au Q1, il s'est servi de l'argent de la vente de Microsoft pour le réinjecter dans certaines de ses core positions, notamment sur Alphabet, où, contrairement à Microsoft, on peut supposer que ses convictions se sont renforcées ces derniers mois. Le fait qu'il continue à accumuler malgré le niveau de valorisation qui est élevé, c'est ce que ça traduit justement. Et sinon, il a profité de la baisse du cours de Visa, Moody's et S&P Global, 3 de ses positions principales, pour venir les renforcer. Il a ajouté 10% à sa position Visa, ce qui est significatif, sachant que c'était un peu moins de 20% du portefeuille au 31/12. Et il a augmenté son exposition à S&P Global de quasi 20%, ce qui fait sens puisque c'est une valeur qui a un peu plus souffert que les autres. Comme je disais en intro, il y a un gérant qui a fait le contraire de ce qu'a fait Chris Hohn au Q1, c'est Bill Ackman, le gérant donc de Pershing Square, qui est également un des plus gros fonds de la planète. Alors pourquoi je dis qu'il a fait le contraire ? Parce qu'au Q1, il a vendu la quasi-totalité de ses actions Google pour constituer une position significative dans Microsoft. Et il est vraiment pas allé de main morte, puisque au 31 mars, c'est une position qui est valorisée à plus de 2 milliards de dollars, ce qui représente 15% de son portefeuille et en fait directement sa 4e plus grosse position. Alors notre ami Bill, c'est un gérant qui communique beaucoup et donc en parallèle de la publication des 13F, il a publié un post sur X pour donner quelques éléments pour expliquer ce choix. Alors parmi ce qu'il met en avant, il y a principalement le fait que Microsoft s'échange aujourd'hui à un niveau de valorisation qu'il juge attractif. Il dit qu'ils ont été capables d'établir une position à une valorisation de 21 fois les forward earnings, ce qui est à peu près en ligne avec la valorisation du S&P, mais qui est bien en dessous du multiple de Microsoft ces dernières années, logique. Ce qu'il dit, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément mentionné quand on en avait parlé de Microsoft il y a 2 semaines, c'est que quand on calcule le multiple, on ne tient pas compte en général de leur participation d'environ 27% dans OpenAI. Or, les titres de participation, ils représentent une valeur de 200 milliards de dollars environ, soit 7% de la market cap actuelle de Microsoft. Donc c'est quand même à noter. Ensuite, il s'attaque aux 2 grandes inquiétudes des investisseurs qui ont fait chuter le cours, celles qui étaient aussi mentionnées par Chris Hohn dans sa lettre notamment. Premièrement, il y a le fait que leur suite de logiciels de productivité est menacée par l'IA.
Donc sur ce point-là, Bill Ackman, il dit qu'il pense que les investisseurs sous-estiment la résilience de leur plateforme. Microsoft 365 est profondément intégré dans le workflow quotidien de quasiment toutes les entreprises, avec toutes les dimensions qui vont avec, donc identité, sécurité, conformité et gouvernance des données derrière. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à répliquer et donc pour lui le risque de désintermédiation par l'IA est très faible. Et il met également en avant le fait que d'un point de vue économique aussi, la suite Microsoft est imbattable aujourd'hui parce que elle se paye $20 par mois seulement, ce qui est d'après lui moins de la moitié de ce que les clients paieraient s'ils voulaient avoir individuellement les applications équivalentes auprès d'autres fournisseurs. Et deuxièmement, il aborde aussi les inquiétudes sur la croissance future d'Azure. Il pense qu'elles sont relativement infondées, déjà parce que Microsoft a affiché au Q1 un rythme de croissance très élevé, et puis le management a guidé pour une légère accélération au Q2, donc tout va bien pour eux. Et il voit aussi la renégociation récente du partenariat avec OpenAI, non pas comme un pas en arrière comme on a pu le lire dans la presse, mais plutôt comme un pivot stratégique naturel vers une architecture multimodèle qui colle mieux aux besoins des entreprises aujourd'hui. Et il mentionne d'ailleurs le fait que Microsoft a d'ailleurs révélé récemment que plus de 10 000 entreprises clientes ont utilisé plusieurs modèles sur Azure Foundry. Allez, on continue avec Berkshire et les débuts du successeur de Warren Buffett, Greg Abel. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'il a commencé à faire un certain nettoyage puisqu'il a liquidé un grand nombre de positions au Q1, 16 au total. Alors, la plupart de ces positions avaient un poids insignifiant dans le portefeuille, mais dans le lot, il y avait quand même des Visa, Mastercard notamment. Et ce qui avait été un des derniers paris value en date, UNH, United Health Group, le gérant de l'assurance santé aux États-Unis, qui s'était écroulé en bourse il y a un an. Et donc sur ce dossier, Berkshire avait pris position au Q2 2025, et là, moins d'un an après, il décide de la liquider. Alors, on ne sait pas, peut-être que Greg Abel n'était pas derrière cette décision à l'époque, et là qu'il en profite pour la bazarder avec le nettoyage qu'il a entrepris, on ne sait pas. Sinon, le fait significatif à noter en termes d'achat ce trimestre pour Berkshire, c'est le fait qu'ils ont plus que triplé leur position Alphabet. C'est maintenant la 7e position du portefeuille. Donc à l'échelle de Berkshire, ça représente près de 17 milliards de dollars au 31 mars. Donc visiblement, ils sont alignés avec la vision de Chris Hohn pour ce qui est de l'avantage compétitif de Google. Pour eux, Google, c'est le grand gagnant au titre de la révolution technologique à laquelle on est en train d'assister. Mais c'est vrai que ce genre de move, c'est presque étonnant, connaissant la philosophie d'investissement historique de Berkshire. Il y a 10 ans, quand ils avaient fait le bet massif sur Apple, Apple s'est changé 10 fois les bénéfices, donc on était vraiment sur du décoté plus. En revanche, aujourd'hui, avec Google, c'est quand même différent. Au premier trimestre 2026, on est sur une boîte qui s'est échangée entre 29 et 25 fois les bénéfices, c'est-à-dire à une valorisation à peu près en ligne avec celle du marché. Alors ok, il faut remettre ça en perspective avec le potentiel de croissance très important qu'a un Google par rapport à ce que pouvait avoir un Apple à l'époque. En plus du fait que l'entreprise est en train de montrer à quel point leur avantage compétitif est large, mais c'est vrai qu'en faisant ça, on a presque l'impression qu'on est un peu en train d'assister à un shift en termes de philosophie d'investissement, où on aurait un Berkshire version Greg Abel qui se détacherait un peu des principes value du Berkshire historique, à voir si cette tendance se confirme dans les prochains trimestres. Bon, faut quand même nuancer un peu ce que je dis, puisque on ressent quand même actuellement encore cet esprit opportuniste. Au Q1, ils ont notamment vendu un tiers de leur position Chevron. Donc Chevron qui, comme toutes les compagnies pétrolières, a vu son cours exploser suite au conflit au Moyen-Orient. Et à l'inverse, ils ont ouvert une position sur la compagnie aérienne américaine Delta Airlines pour profiter de la faiblesse du cours. Allez, on fait un tour chez François Rochon maintenant, où on a un peu plus de mouvements de vente que d'habitude. Les deux ventes notables ce trimestre, c'est premièrement le fait qu'il ait réduit sa position Berkshire d'un quart. C'est assez rare pour être noté. Une des hypothèses, c'est qu'il soit moins convaincu tout simplement par le Berkshire de Greg Abel, c'est une possibilité. Et deuxièmement, il a réduit de 37% une de ses positions phares, Ametech. Donc c'est la première fois qu'il fait un mouvement aussi significatif en un trimestre. Alors c'est vrai que ça peut vouloir dire qu'il a un peu moins de conviction dans la valeur et ou qu'il voit mieux ailleurs, mais ça peut aussi retranscrire le fait que, un peu à la Terry Smith, il est obligé en ce moment de trimer certaines de ses positions principales, car il y a des investisseurs qui potentiellement retirent de l'argent de son fonds suite au fait qu'il sous-performe l'indice depuis 2 ans. Alors c'est vraiment de la pure spéculation de ma part, j'ai absolument rien lu en ce sens dans la presse,
mais je me dis que ça pourrait être une des explications. Du côté des achats significatifs cette fois-ci, eh bien, il a continué d'accumuler sur Bright Horizon, donc la mid-cap qu'on avait présentée brièvement il y a 3 mois, et il a ajouté une nouvelle société en portefeuille, ADP, la société de logiciels de gestion de la paye et des données RH. Donc sans surprise, c'est une boîte qui a vu son cours baisser de manière significative ces 8 derniers mois. On est 34% inférieur par rapport au plus haut. Et je suis allé voir en termes de génération de cash, c'est mieux que ce que je pensais. Ce qui fait qu'entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, ça se payait entre 26 fois les free cash flow 2025 au plus haut et 20 fois les free cash flow au plus bas. Donc j'imagine que c'est une société que François Rochon surveillait depuis un petit moment et qu'elle est rentrée dans une zone de prix qu'il avait jugée intéressante, sachant que c'est une société qui fait partie des leaders sur son marché qui est davantage protégé de l'IA que d'autres marchés a priori, principalement parce que tout ce qui est paye et données RH, ce sont des choses qui sont relativement complexes et relativement sensibles. C'est assez contraignant, voire risqué pour une entreprise de changer ce genre de logiciel. Donc j'avoue que j'ai pas été surpris de cette nouvelle position, sachant que c'est une valeur connue de l'univers qualité et je crois que c'est toujours une des positions clés de Terry Smith. On continue avec Dev Quantessaria qui nous a offert légèrement plus de mouvements que d'habitude. Déjà, il en a remis une couche sur ASML puisqu'il a acheté 35% d'actions supplémentaires. Alors pour le coup, je trouve ça quand même assez étonnant compte tenu du niveau de valorisation que la société a atteint ces derniers mois. Je sais pas vraiment pourquoi il a rien investi en début d'année dernière quand l'action s'est changée à un prix raisonnable et que il achète maintenant. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Le seul truc qui a changé sur le dossier, on va dire que c'est le gain en termes de visibilité. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça, sachant en plus que ça fait partie des critères les plus importants pour lui. Et sinon, à part ça, il a trimé de manière significative sa position Visa. Ça c'est un peu étonnant, j'avoue. En revanche, ce qu'il est moins, c'est qu'il a continué à réduire son exposition à Intuit, qui ne représente plus que 2,5% de son portefeuille. Et dernier point, il a fait aucun mouvement sur FICO, ce qui est une information en soi, puisqu'on rappelle que le cours de FICO se prend une grosse claque depuis un an, puisque leur mode est a priori menacé. Rien que sur le premier trimestre, le prix de l'action a perdu près de 40%. Et donc on n'a aucune réaction de la part de Quantessaria, ni à l'achat ni à la vente. Alors je pense qu'on peut en déduire quand même que ses convictions sont relativement intactes. En revanche, pas sûr qu'il soit convaincu du prix actuel, sachant que même après la baisse, ça se paye encore 35 fois les free cash flow, c'est une valeur que je trouve extrêmement chère. Et enfin, on termine avec Triple Front Partners, un fonds que j'aime bien suivre, qui est certes de taille inférieure par rapport aux autres, mais je trouve que leur portefeuille a une gueule sympa. Il est assez concentré avec des valeurs qui me parlent. Et donc au Q1, ils ont profité de la petite baisse sur Mastercard pour constituer une position significative. Ils ont acheté assez d'actions pour que ça représente 9% de leur portefeuille, c'est pas mal. Pour investir sur Mastercard, ils se sont notamment servis de l'argent de la vente de Lam Research, puisqu'ils ont vendu 100% de leurs actions ce trimestre, après avoir trimé la position au Q3 et au Q4 2025. Donc sur ce coup-là, j'imagine qu'ils ont eu une logique de prise de profit sur une boîte qui, comme les autres équipementiers, a atteint une valeur très élevée. Et donc, ils préfèrent mettre leur argent ailleurs. Et parmi les autres mouvements d'achat, ils ont continué d'accumuler sur TransUnion. Donc TransUnion qui est un des 3 crédits de bureau aux États-Unis avec Equifax et Experian. Ce sont les bureaux qui agrègent les données de crédit des Américains. Et ce sont eux, via une JV, qui ont mis au point le Vantage Score, le score de crédit qui est censé concurrencer le FICO Score. Donc j'imagine que derrière cet investissement, il y a notamment le fait qu'ils pensent que TransUnion est en mesure de regagner du terrain. Et enfin, ils ont renforcé leur position méta. Alors c'est pas surprenant puisque ça s'échange à un niveau de valorisation qui est très attractif. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais aborder aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu des mouvements du Q1. Est-ce que vous vous attendiez à voir apparaître d'autres boîtes ? Je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis toujours curieux de vous lire. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Romain. Ciao.